AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la réussite des femmes, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec vous et votre invitée, l'ancienne ministre Marlène Schiappa, ancienne ministre à l'égalité femmes-hommes, présidente de l'ONG Active et associée de Tilder, qui est un cabinet de conseil de dirigeants. Évidemment, la réussite féminine, c'est quelque chose qui vous a toujours tenu à cœur, ma chère Muriel. Et oui, si on se disait ce matin que le temps des compromis a assez duré. Prenons la question de la parité à la tête des grandes entreprises, en particulier celle du CAC 40. 3 femmes seulement dirigent les fleurons de l'économie française face à 37 hommes. Et dans les comités exécutifs, à peine 28% de femmes. Est-ce vraiment le reflet d'une société qui se veut égalitaire ? Regardons maintenant la question de l'égalité salariale. Entre 1995 et 2022, l'écart salarial global entre les femmes et les hommes s'est réduit de 30%. Mais cette dynamique semble s'être figée. La dernière étude de l'Association pour l'emploi des cadres démontre que la diminution des écarts de salaire entre les femmes et les hommes est en panne sèche depuis 5 ans. Et selon l'INSEE, dans le secteur privé, les écarts peuvent atteindre jusqu'à 24%. Comment accepter encore aujourd'hui qu'à compétences et responsabilités égales, les femmes continuent d'être moins rémunérées que les hommes ? Ce manque d'équité économique a des conséquences directes sur l'autonomie financière des femmes. En étant moins payées, elles disposent de moins de ressources pour se protéger face aux aléas de la vie. Et pourtant, cette indépendance économique est cruciale car elle conditionne toutes les autres formes de liberté. Examinons la question des charges domestiques. 80% des tâches ménagères sont encore accomplies par les femmes dans 76% des familles. Et les femmes passent plus du double de temps que les hommes à s'occuper de leurs enfants. Par évidence, elles sont souvent contraintes de mettre leur carrière entre parenthèses. Conséquence, à partir du 2e enfant, la proportion de femmes actives chute considérablement et après le 3e, elles ne sont plus que 36% à travailler. Et si l'on regardait aussi du côté des violences subies par les femmes, trop souvent, cette question de violence conjugale est ignorée dans le cadre professionnel. Pourtant, 62% des femmes qui subissent des violences travaillent en entreprise. Alors comment une femme peut-elle progresser dans sa carrière, croire en sa propre valeur, si chaque soir, elle rentre chez elle dans un foyer où elle est rabaissée, voire violentée ? Les violences sont loin d'être décorrélées de la question de l'égalité professionnelle. Il est impossible d'affirmer ses ambitions lorsqu'on vit dans la peur ou la honte. En substance, les obstacles à la progression des femmes sont multiples. Maternité, vie de famille, comportement sexiste, misogynie, culpabilité face à la réussite, harcèlement, présomption de compétences et autocensure. Trop souvent, les femmes doutent de leur légitimité ou s'interdisent de viser plus haut. Comment changer cette réalité ? Comment déconstruire ces mécanismes et démontrer de façon irrévocable que la réussite et la compétence n'ont pas de genre ? C'est de cela dont nous allons parler ce matin avec mon invitée, Marlène Schiappa. Parlons-en avec Marlène Schiappa, ancienne ministre à l'égalité femmes-hommes, je le disais, présidente de l'ONG Active et associée au cabinet Tilder de conseil en dirigeant. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour, merci. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Bonjour Marlène. Bonjour Muriel. Alors, dans nos 6 petites ambitions publiées aux éditions de l'Aube, vous proposez une analyse percutante de l'absence persistante d'égalité entre les femmes et les hommes au sein des grandes entreprises. Vous soulevez aussi, et c'est ce que je trouve très original, qu'un aspect fondamental est souvent sous-estimé, l'autocensure des femmes dans leur parcours professionnel. À quoi ressemble cette autocensure pour vous ? Absolument. C'est vrai qu'on dit souvent que les femmes s'autocensurent, qu'elles n'osent pas. Et on nous dit par exemple les femmes gagnent moins que les hommes parce qu'elles n'osent pas demander des augmentations ou demander des salaires plus élevés. Moi, ce que je dis dans ce livre, nos 6 petites ambitions, c'est que d'une part, oui, il y a de l'autocensure des femmes, c'est vrai. Et d'autre part, je veux interroger la manière dont la société crée cette autocensure de femmes. Mais l'autocensure, c'est par exemple le fait que on va dire oui au salaire qu'on va nous proposer. On va pas essayer de le négocier. C'est par exemple ne pas candidater quand on pense ne pas avoir 100% des compétences. Une femme me disait récemment, une chasseuse de tête, qu'un homme va candidater quand il estime avoir 30-40% des compétences. Et une femme, si elle a pas 100% des cases cochées, elle ne va pas se permettre de se positionner pour un poste. Donc on peut blâmer les femmes elles-mêmes de cette autocensure, de se minimiser, mais on peut aussi interroger tout ce qui fait dans la société qu'on conduit les femmes à cette autocensure. Et au-delà de ces facteurs, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un manque de confiance profond des femmes dans leurs compétences, dans leur autonomie, dans cette façon d'accéder à la liberté ? Je pense que les femmes ont peu confiance en elles dans le monde professionnel, mais je pense que tout est fait pour que les femmes aient peu confiance en elles dans le monde professionnel.
En tant que femme, vous allez être jugée sur vos résultats, bien sûr, comme un homme, sur votre parcours, mais vous allez avoir des critères cachés supplémentaires. On va vous juger sur votre physique, sur votre apparence, sur votre vie personnelle réelle ou supposée. J'ai fait partie d'une commission d'investiture où on m'a expliqué qu'on n'allait pas investir une candidate parce qu'elle avait, je cite, une vie personnelle dissolue. Alors j'ai cherché à savoir ce que ça signifiait. Je me suis dit, est-ce que quand un homme a une maîtresse, on dit qu'il a une vie personnelle dissolue? On va juger la façon dont vous vous occupez de vos enfants ou pas. Si vous partez tôt, on va dire que vous n'êtes pas engagé dans votre travail parce que vous vous occupez de vos enfants. Mais si vous partez tard, on va dire est-ce une mauvaise mère, elle n'a pas d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Bref, on vous juge sur des critères qu'on n'applique pas aux hommes et qui sont des critères extraordinairement subjectifs. Alors cette misogynie, vous l'évoquez dans le milieu professionnel, est-ce qu'on peut dire qu'il existe aussi dans le milieu familial? Est-ce qu'il y a aussi dans le milieu familial des contraintes qui font que les femmes finalement ne peuvent pas réussir comme elles pourraient le faire? Bien sûr, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'Oscar qui a été démontré aux États-Unis, qui montre que beaucoup de femmes qui reçoivent l'Oscar de la meilleure actrice divorcent dans les mois qui suivent le fait qu'elles aient eu cet Oscar. C'est pas vrai pour les hommes. Les hommes qui reçoivent un Oscar et qui étaient en couple restent en couple. Ceux qui étaient célibataires trouvent une amie. Et les femmes qui étaient mariées divorcent ou qui étaient en couple se séparent. C'est vrai qu'il y a une difficulté pour les hommes à vivre avec une femme qui a une réussite plus visible que la leur, qui gagne plus d'argent qu'eux. Ça remet en cause un certain schéma. Et sous les injonctions à être fier de sa femme ou de sa compagne, en fait, on voit que c'est pas si simple que ça dans la réalité. Alors, dans les entreprises, quel est le rôle à jouer, puisque tous ces facteurs, vous les évoquez, on est d'accord. Mais les entreprises ont un rôle social, un rôle économique, un rôle d'intégration. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'elles pour lutter contre ces facteurs d'autocensure? Bien sûr, d'abord, déjà en prendre conscience. C'est déjà quelque chose de fort. La question de la prise de parole, et vous, Muriel, qui êtes à la radio, qui prenez la parole, c'est quelque chose de subversif pour les femmes de prendre la parole. Moi, je vois dans les comex, par exemple, de grandes entreprises, j'ai un homme dirigeant qui me disait l'autre jour, non mais moi, dans mon comex, il n'y a aucun problème de prise de parole, les femmes parlent quand elles veulent. Je lui ai répondu, mais est-ce que tu leur as seulement posé la question? Parce que quand vous avez des hommes qui ont une voix plus grave, plus posée, et que vous avez comme moi une petite voix aiguë, et qu'en plus vous parlez vite, parfois vous avez un nœud au ventre avant d'intervenir et vous n'intervenez pas. Il y avait une pub au début des années 2000 qui montrait une femme qui essayait d'expliquer aux actionnaires qui regardaient des courbes à l'envers, et comme personne ne l'écoutait parler, elle finissait par dire « Est-ce que vous voulez voir une photo de ma chatte ?» Pardon. Et du coup tout le monde s'arrêtait et la regardait, et elle montrait une photo d'un petit chat et elle disait « Voilà, maintenant que j'ai votre attention, ça fait 1 heure qu'on regarde des courbes qui sont à l'envers. » Et ça montre à quel point c'est parfois difficile pour les femmes de prendre la parole dans une assemblée plutôt masculine. Alors, y a-t-il des pays qui ont réglé ce problème ? Et pas vraiment, parce qu'en fait, il n'y a pas de pays modèle dans le monde. Vous avez des pays qui sont plus avancés sur la répartition des rôles parentaux, par exemple la Suède, la Norvège, qu'on donne souvent en exemple. Mais ce sont des pays qui ne sont pas en avance sur la question de la lutte contre les violences conjugales, par exemple. Donc en fait, on voit qu'il y a des pays plus en avance sur certains sujets et moins sur d'autres. Et en France, c'est vrai qu'on n'a que 3 femmes patronnes du CAC 40. On a toujours quasiment 20% d'écart de salaire au global entre les femmes et les hommes, environ 9% à poste égal. Et tout ça, ce sont des inégalités qui sont injustifiables en réalité. On a beaucoup parlé des quotas ces dernières années. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'opposition, même entre les femmes, sur ce sujet des quotas. Oui. Certaines étaient d'accord, d'autres pas. Quelle est votre position, vous, sur les quotas ? Moi, j'y suis très favorable. D'ailleurs, la marraine de l'ONG Active que j'ai montée, c'est Marie-Jo Zimmermann, qui a, en tant que parlementaire, créé la loi Copé-Zimmermann, qui est la première loi du monde sur les quotas dans les entreprises. Alors, bien évidemment, on va nous dire que c'est vexant pour une femme d'être nommée parce que vous êtes un quota. Moi, je trouve que ce qui est encore plus vexant, c'est de ne pas être recruté du tout. Quand vous êtes bloqué chez vous et vous adoreriez avoir eu ce poste mais que vous l'avez pas eu et qu'on vous dit mais au moins t'es pas vexé, t'es pas un quota, parfois on préférerait être un quota et avoir le poste et avoir l'occasion de démontrer nos capacités. Donc je dirais que c'est un mal nécessaire finalement, parce que philosophiquement évidemment c'est dérangeant de se dire qu'on est là parce que quelqu'un s'est dit à un moment faut bien mettre des femmes, qui est-ce qu'on pourrait recruter ou tester. Mais je pense que c'est vraiment un mal nécessaire et qu'on est obligé d'en passer par là, parce que sinon, dans tous les endroits dans lesquels on nous dit « vous inquiétez pas, la parité se fera toute seule », en fait, elle n'arrive jamais. Alors moi, je vais un peu plus loin. Je pense que c'est un bien nécessaire, les quotas. Pourquoi les hommes sont-ils aussi résistants à laisser la place, ou en tout cas à accepter que des femmes de talent les accompagnent ?
D'abord, il y a une question de partage du pouvoir. Quand vous êtes un homme et que vous avez un poste de dirigeant et que vous avez le pouvoir, vous n'avez pas envie de laisser votre place, que ce soit une femme ou un homme. Et d'ailleurs, si vous éliminez les femmes, vous éliminez 50% quasiment des concurrents. Donc on voit qu'il y a des pots de bananes qui sont glissés dans le parcours des femmes dirigeantes à la tête des entreprises, parfois par des hommes, parfois par des femmes aussi. On ne peut pas vivre dans le mythe de la sororité et de la solidarité féminine, même si j'adorerais, mais il y a parfois des femmes qui n'aident pas les autres femmes à progresser. Elles se disent moi j'ai pas bénéficié de tout ça. Celles qui ont réussi déjà et qui se sont dit moi quand j'ai commencé il y avait pas les quotas, il y avait pas MeToo, il y avait pas tous ces mouvements là, donc pourquoi les autres bénéficieraient de facilité alors que pour moi ça a été aussi dur. C'est ça que disent certaines. Oui, alors parlons de ça, parce que vous êtes une femme de réseau, vous êtes une femme vous avez une carrière et vous avez toujours une carrière absolument incroyable. Ce terme de sororité qu'on emploie beaucoup, vous y accordez quelle importance, et est-ce que vous pensez que la sororité entre femmes existe ? Je pense qu'à la base, non. À la base, en fait, on est conditionné par des magazines féminins, par les réseaux sociaux, où on passe notre temps à se dire que elle est plus belle, plus mince, plus bronzée, elle réussit mieux, son mari a l'air plus sympa, ses enfants se tâchent pas, et on se compare aux autres. Finalement, d'ailleurs, toute l'industrie du marketing des produits de beauté est fondée sur regarde une telle, c'est toi en mieux, et tu pourrais être comme elle si seulement tu achetais tel produit, tel après-shampoing, telle crème, tel vêtement, tel sac. Donc tout est fondé pour nous pousser à une forme de rivalité féminine. Et je pense que la sororité, c'est vraiment penser contre soi-même et partir du principe que les femmes en face sont pas forcément des rivales potentielles et qu'elles sont peut-être des alliés potentiels. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec Active, c'est créer un board avec une 50aine de femmes dirigeantes, engagées, présidentes d'associations, qui mettent en lumière d'autres femmes qui sont pas nos sœurs ni nos amies souvent, mais qui sont des femmes dirigeantes qui méritent d'être valorisées. Et c'est ce qu'on fait avec le Next Women 40, c'est trouver les 40 prochaines patronnes du CAC 40 potentielles et donc les mettre en avant et leur dire allez-y, vous n'êtes pas seules. Moi, je crois beaucoup à la théorie de l'amplification. Vous savez, qu'avaient mis en place les conseillères de Barack Obama à la Maison Blanche. C'est une solidarité qui visait à se dire, comme les hommes s'approprient pas mal les idées des femmes, en réunion, on va rebondir sur les idées des femmes. Par exemple, proposer quelque chose et moi, je vais revenir derrière après qu'un homme ait parlé en disant... Comme Muriel le proposait, son excellente idée de ça. Et du coup, si on se le fait tout à chaque fois, on amplifie l'idée et on rajoute que la maternité de l'idée, elle vient d'une femme à la base. Oui, un monde merveilleux. On espère un monde difficile. difficile. Alors, successivement présidente d'association, autrice, ministre, aujourd'hui associée dans un cabinet de conseil aux dirigeants, ça nous intéresse, ça m'intéresse, ça intéresse nos auditeurs de connaître les résistances que vous avez rencontrées à titre personnel. Oui, il y en a continuellement. D'abord, je dirais qu'on accepte que vous puissiez réussir en tant que femme si votre réussite n'est pas trop visible et si vous êtes vraiment dans la case. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on vous accepte si vous vous exprimez pour soutenir un homme, par exemple, ou pour dire la même chose que ce qu'un homme vient de dire. Mais si vous avez votre propre ligne, si vous êtes un peu singulière, que vous faites un peu des pas de côté, vous sortez vite du cadre. Et en fait, en réalité, que ce soit en politique ou dans le monde de l'entreprise, on n'aime pas vraiment les gens qui sortent du cadre. C'est ce qu'on appelle le grand coquelicot. Vous savez, il y a un champ de coquelicots, il y a un coquelicot un peu plus grand que les autres, qui dépasse, etc. Le réflexe, c'est couper ce coquelicot parce que sinon le champ n'est pas harmonieux. C'est pas de se dire waouh, un super grand coquelicot, comment on peut faire en sorte que les autres poussent aussi vite que ce grand coquelicot. Donc c'est une allégorie un peu tirée par les cheveux, mais pas tant que ça, et qui vise à dire que oui, il y a des résistances. Je raconte dans le livre qu'au gouvernement, il y avait à un moment un groupe d'hommes un peu sous la forme du boys club qui se retrouvaient et en excluant les femmes de fait. Il y a plein de réseaux informels autour des hommes. C'était un moment le golf, les amateurs de cigares, les dégustations de whisky. Ça l'est peut-être un peu moins maintenant, mais ça peut être les chasses, ça peut être beaucoup d'activités qui sont plus masculines traditionnellement et où on ne va pas inviter les femmes nécessairement et donc implicitement on les met de côté. Alors parlons un tout petit peu des violences. Donc ça, vous avez été ministre des droits des femmes. On sait bien que les violences, c'est la première des inégalités faites aux femmes, c'est sûrement la plus visible. Qu'est-ce qu'on peut dire de la parole des hommes aujourd'hui sur les violences faites aux femmes, avec tout ce qui se passe, le procès Pénicaud, tous ces événements tragiques? C'est une question extrêmement intéressante et qui est peu posée. Je vous remercie de la poser. Et effectivement, il y a une parole qu'on attend de la part des hommes. D'abord, effectivement, la parole de ces hommes qui sont venus au procès Mazan et qui ont considéré que comme le mari ouvrait la porte, c'est que la femme était d'accord. Il y a quelque chose de très préoccupant. Ça veut dire qu'on considère encore dans l'imaginaire collectif que le corps de la femme appartient à son mari et que c'est l'homme qui dispose du corps de sa femme et que s'il a envie de la photographier nue ou d'inviter des hommes à entrer chez lui, la femme n'a pas son mot à dire. Ils sont quand même très très peu des accusés à s'être
être interrogé sur le consentement réel de cette femme qui n'a jamais ouvert les yeux, qui n'a jamais prononcé un mot. Il ne pouvait pas ignorer qu'elle était droguée et qu'elle n'était pas dans son état normal et en tout cas pas en capacité de consentir. Après, je veux dire qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, et notamment dans le monde de l'entreprise, qui sont en soutien, qui permettent justement aux femmes d'avoir une écoute, d'avoir une attention. Le monde du travail a un rôle à jouer très important face aux violences sexistes et sexuelles, pas seulement pour empêcher qu'elles se produisent sur le lieu de travail, mais aussi pour être un peu un safe place, pardon pour l'anglicisme, mais un endroit où on va et où on sait qu'on va être bien et qu'on va être considéré. Alors vous avez des filles, Marlène? Oui, j'ai 2 filles. 2 filles. C'est qui pour elles les femmes inspirantes, les modèles de réussite féminine? Bon, vous bien sûr, j'imagine, mais... oui, ma fille cadette, je le dis tranquillement. Ma fille a une fiche à remplir. Elle a dit les femmes qui m'inspirent. Elle a répondu ma maman. Donc ça m'a fait très plaisir. C'est quand même la meilleure réussite qu'on puisse avoir, c'est de passer des bons moments avec ses enfants. Et elle se projette sur d'autres figures féminines qui pour elle oui, sont bien de valeur sûr. d'exemple. Alors ma fille aînée a présenté à l'oral du bac français King Kong Théorie de Virginie Despentes. Donc voilà, en faisant une analyse critique, dirais-je, avec beaucoup de positifs, mais aussi avec des critiques et de l'actualisation, on va dire, de ce livre. Et ma fille cadette, elle est fan de K-pop. Alors c'est un drame pour moi. Elle écoute de la pop coréenne à longueur de journée. On peut la comprendre. Oui, apparemment, les ados adorent ça. Non, mais je me sens très boomer. Vous savez, ma fille cadette me disait le jour qu'il y a un garçon qui l'embêtait à l'école, enfin, qui lui disait des insultes que je vais pas répéter. Et je lui ai dit, t'as qu'à lui dire, c'est comme ça que ta mère t'élève. Et elle m'a dit, non, je vais pas lui dire ça parce que ça sous-entend que la responsabilité de l'éducation pèse uniquement sur les femmes. Wow. J'étais là, oh non, quelle fatigue. J'ai fait des monstres. Oui, non, elles ont tout compris, je crois. C'est ça, exactement. Merci Marlène. Donc nos 6 petites ambitions que je vous encourage à lire aux éditions de l'Aube pour lutter contre ces phénomènes d'autocensure. Ça c'est une excuse, j'aurais bien aimé m'en servir quand j'étais adolescent. Merci à vous, je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Active et que vous êtes aussi associée au cabinet Tilder qui conseille des dirigeants d'entreprise et que vous êtes ancienne ministre à l'égalité femmes-hommes. À bientôt sur Sud Radio. À très bientôt. Et à dimanche prochain, Muriel Réus. À dimanche, Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.